Figurez-vous que d'ici la fin de l'année, il y a beaucoup de films intéressants qui vont sortir. J'ai été étonné de leur nombre en préparant cette vidéo. Et je vous propose de reprendre le principe de la vidéo des séries de l'automne, avec une progression par date et une note de confiance pour chaque film que je vais vous présenter. Très rapidement, un mot sur des films qui ne figurent pas dans la sélection, comme Good Fortune, une comédie dans laquelle Keanu Reeves joue un ange gardien un peu maladroit, film qui n'a pas de date de sortie et qui sera plutôt moyen, je le crains. On a aussi Eternity qui met Elizabeth Olsen dans le rôle d'une femme qui doit choisir entre son premier et son second mari pour savoir avec qui elle passera l'éternité après la mort. Le film a déjà de bons retours, mais toujours pas de date de sortie fixée pour la France. L'adaptation de L'étranger par François Ozon sortira le 29 octobre, mais ça ne me parle pas plus que ça, même s'il s'agira potentiellement d'un film superbe. Enfin, Marty Suprême avec Timothée Chalamet, qui joue un champion de tennis de table, ne sortira en France qu'en février 2026. Je commence la liste pour de bon avec Left-Handed Girl qui sort très vite ce 17 septembre. Une mère et ses deux filles, une jeune adulte et une enfant s'installent à Taipei, à Taïwan. Pour vivre, la mère va ouvrir un stand de street food. Sa fille la plus jeune est gauchère et apparemment, c'est mauvais signe pour certains. Tout ce petit monde s'entrecroise pour tenter de trouver un équilibre dans cette nouvelle vie et cette nouvelle ville. Sans doute l'un des, sinon le plus petit film de la sélection, petit en termes de promotion et de potentiel de spectateurs, Left-Handed Girl me semble typiquement correspondre à une excellente surprise potentielle. C'est le film d'une femme originaire de Taipei, Shi Ching-tzu, qui a beaucoup collaboré avec Sean Baker, le réalisateur d'Anora, qui avait reçu la Palme d'Or en 2024, et qui est au montage sur ce film. Une tranche de vie authentique, pleine d'énergie, drôle et touchante, qui a reçu beaucoup d'éloges, des critiques, et une moyenne de 3,9 sur Letterboxd. Je suis convaincu que ce film sera un bon moment de cinéma, même s'il semble qu'il serait disponible fin novembre sur Netflix, info à confirmer. Je vous conseille plutôt d'aller le voir en salle si c'est possible, avec une note de confiance pour ma part de 15 sur 20. Je passe au nouveau film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, qui sortira le 24 septembre, avec Leonardo DiCaprio en tête d'affiche, mais aussi Teyana Taylor, Sean Penn, Regina Hall et Benicio del Toro. Une bande de révolutionnaires hors la loi se réunit pour faire face à un militaire qui les traque, joué par Sean Penn. De toute évidence, le film est difficile à résumer car il semble aussi original qu'ambitieux, en abordant la paternité autant que des sujets politiques. On peut s'attendre à de la tension, de l'action, des personnages aussi horripilants qu'attachants, et l'expression de la voix d'un réalisateur qui ne fait pas de compromis. On peut noter qu'on retrouve à la musique l'un des fondateurs du groupe Radiohead, Johnny Greenwood, de nombreux ingrédients réunis pour un film marquant, a priori, avec une note de confiance de 17 sur 20. Je ne vous propose rien de moins que la Palme d'Or 2025 maintenant avec Un simple accident qui sort le 1er octobre, Un simple accident réalisé par Jafar Panahi, qui a déjà remporté auparavant dans sa carrière le Lion d'Or de la Mostra en 2000 pour Le Cercle et l'Ours d'Or de la Berlinale de 2015 pour Taxi Téhéran. L'histoire, c'est celle d'un homme qui a jadis été torturé par les autorités iraniennes et qui pense reconnaître, au bruit de sa jambe, un de ses anciens tortionnaires. Il l'enlève et projette de le tuer, mais il se met à douter quant à l'identité et la culpabilité de l'homme en question, qui nie tout en bloc. Voix qui compte énormément face à la chape de contrôle que fait peser la République islamique d'Iran sur sa société, Panahi propose ici un film tourné sans autorisation et qui interroge sur les rôles de juge et de bourreau. Les discussions animées autour d'une palme d'or méritée ou pas vous seront ouvertes le 1er octobre. Quant à mon indice de confiance appuyé sur ce que j'ai pu lire ici et là, il se situe à 13 sur 20. La concurrence sera rude le 1er octobre avec la sortie de Marche ou crève, une énième adaptation de Stephen King. La Longue Marche est un jeu mortel dont un seul des participants peut ressortir vainqueur et vivant. La règle est simple, on marche au moins à 5 km/h et quand on s'arrête, on se fait exécuter. Une réflexion sur la normalisation de la violence et sur un état totalitaire, à n'en pas douter un film dur qui viendra nous tirer des larmes et nous renvoyer à certaines réalités. On remarque que le rôle principal est tenu par Cooper Hoffman qui était en tête d'affiche du précédent film de Paul Thomas Anderson dont je vous parlais auparavant. Ici on retrouve à la réalisation Francis Lawrence à qui on doit Je suis une légende ou encore plusieurs films Hunger Games dont les 3 premiers. Ma note de confiance pour Marche ou crève est de 15 sur 20. Un film sur plateforme maintenant avec The Lost Bus sur Apple TV+, le 3 octobre. Le pire feu de l'histoire de la Californie, 23 enfants d'école primaire et leur enseignante, jouée par America Ferrera, tout ce petit monde récupéré par un conducteur qui se dévoue et qui est joué par Matthew McConaughey. À la réalisation Paul Greengrass à qui on doit notamment Jason Bourne. Si je ne pense pas que The Lost Bus sera un chef-d'œuvre, j'ai confiance pour un film prenant, tendu, sachant que l'héroïsme du quotidien est un sujet que je trouve souvent fascinant et qui parvient souvent à m'attraper,
donc une note de confiance d'un bon 15 sur 20. Je vais passer rapidement sur Tron Ares, attendu le 8 octobre, avec Jared Leto en tête d'affiche, un acteur accusé par 9 femmes de harcèlement voire d'agression sexuelle, et dont le dernier fait d'armes notoire est Morbius. Disons que l'enthousiasme n'est pas vraiment là de mon côté. Au-delà de l'interprète, concernant le film lui-même, c'est surtout que la bande-annonce n'a provoqué aucune émotion chez moi, tout semble lisse, sans intérêt majeur, d'autant que Leto joue une sorte d'avatar créé par une intelligence artificielle et qu'on doit se farcir un jeu robotique un peu à deux balles qui va avec le concept. Peut-être que je me trompe, mais je le sens plutôt mal ce film. Je voulais néanmoins le mentionner car je me doute que vous êtes un certain nombre à l'attendre, mais pour ma part, la note de confiance n'est que de 7 sur 20. Autre film de science-fiction avec de l'incertitude, mais pas autant pour moi, avec Chien 51 qui sort le 15 octobre en salle, un film français de science-fiction dystopique, c'est assez rare pour être souligné. On a Cédric Jiménez à la réalisation, on le connaît notamment pour Bac Nord, un film qui a fait polémique certes, et le retrouve ici Gilles Lelouch en rôle principal en duo avec Adèle Exarchopoulos. En 2045, Paris est divisé en zones définies par classe sociale et une intelligence artificielle, encore une, flique tout le monde par reconnaissance faciale. On a 42 millions de budget, Romain Duris qui joue un ministre de l'Intérieur qui sera, comme dans la vraie vie, un méchant, à n'en pas douter. Difficile de savoir ce que vaudra ce film, mais je suis curieux de le découvrir. Je lui attribue la note de confiance de 12 sur 20, sachant qu'on ne fera pas mieux de toute façon que Mars Express pour un duo d'enquêteurs du futur en film français. Le 22 octobre sortira Springsteen Deliver Me From Nowhere, un biopic de Bruce Springsteen donc, mais qui se concentre apparemment sur une période spécifique au cours de laquelle l'artiste et son manager ont tenu bon face au producteur pour sortir l'album que Bruce voulait faire, et rien d'autre. Au fil de mes recherches, j'ai pu constater que les retours étaient très contrastés chez ceux qui ont déjà pu voir le film en festival, j'imagine. Tout le monde reconnaît toutefois la performance de Jeremy Allen en Bruce Springsteen. Il s'est littéralement cassé la voix pour chanter à la manière du boss, et son talent explose déjà dans l'incroyable série The Bear, à laquelle j'ai consacré une vidéo que personne n'a regardée. Toutefois, un acteur habité ne fait pas un film et il faudra sans doute se faire son avis et choisir son camp à la sortie. D'ici là, mon indice de confiance est de 12 sur 20, dont au moins la moitié rien que pour l'interprète. C'est aussi le 22 octobre que sortira en France Kaamelott deuxième volet partie 1. J'imagine déjà que cela suscitera une flopée de commentaires sur combien le premier film était mauvais, déséquilibré ou a déçu tout simplement. Et je n'ai pas de problème avec ça, mais pour ma part, j'y avais quand même trouvé du bon, et il ne fait aucun doute que j'irai voir la suite en espérant une belle progression. Ma vidéo d'analyse du teaser est déjà sur la chaîne, et mon indice de confiance pour le retour de notre bon roi Arthur se situe à 13 sur 20. Le 24 octobre, c'est sur Netflix qu'on pourra voir A House of Dynamite de Catherine Bigelow, qui nous emmène dans les coulisses de la Maison Blanche alors qu'un missile atomique d'origine non identifiée est tiré en direction des États-Unis. On n'a jamais vu ça. On pourra compter sur Idris Elba, Rebecca Ferguson ou encore Jared Harris pour nous vendre du stress en barre pendant près de 2 heures. On rappelle que Catherine Bigelow, c'est Point Break, Strange Days, Des Mineurs ou encore Zero Dark Thirty. Je ne m'attends pas à un chef-d'œuvre encore une fois, mais j'espère que le film dépassera la formule et les clichés qu'on peut craindre dans ce type de scénario, avec une note de confiance de 12 sur 20 quand même. Le 29 octobre débarque The Smashing Machine et de toute évidence le meilleur rôle de la carrière de Dwayne Johnson, jusqu'à présent du moins, alors qu'il incarnera Mark Kerr, un pionnier et une légende des arts martiaux mixtes et de l'UFC, dans la catégorie poids lourd bien évidemment. Le réalisateur Benny Safdie est aussi au scénario et il a obtenu le Lion d'argent pour sa réalisation du film, un film biographique qui va explorer les sommets et la chute, le tout sur fond de dopage et de dépendance aux analgésiques, puisque beaucoup de combattants, encore plus à cette époque, mais encore actuellement, détruisaient et détruisent leur santé pour la gloire et parfois l'argent. Emily Blunt incarne la compagne de Mark Kerr et on peut s'attendre à du spectacle et des larmes, même si l'ensemble risque d'être un peu téléphoné, on verra bien, avec une note de confiance de 14 sur 20, soyons fous. Encore du Stephen King et aussi un remake avec Running Man le 5 novembre. Notre société est-elle déjà trop dystopique pour que le film conserve son mordant? Ça reste à voir. On se souvient que dans la première adaptation avec Schwarzenegger, des images générées par ordinateur incriminaient son personnage et le forçaient à la solution extrême de participer au Running Man, une technologie quasiment au point, d'ores et déjà, maintenant. On a Edgar Wright à la réalisation et Glenn Powell dans le rôle principal, Josh Brolin joue le grand méchant et Coleman Domingo, le présentateur, qui en fait des tonnes dans ce show télé de survie, un peu extrême, voire très extrême. La tonalité du film est en équilibre entre humour, violence et critique sociale, si on en croit la bande-annonce, et on verra si tout cela tient la route. L'esthétique pourrait être sympathique entre Edgar Wright et le directeur de la photographie Chung Chung-hoon, le binôme de Park Chan-wook quand même. Le film de 87 est souvent considéré sous le prisme déformant de la nostalgie, mais il avait des tas de défauts. Je suppose que le public sera plus dur avec cette nouvelle version, que j'ai hâte de voir en salle quoi qu'il en soit,
avec une note de confiance de 14 sur 20. Dommage que ce soit aussi le 5 novembre que sortira Predator Badlands, autre film d'action assez voire très attendu puisqu'on retrouve Dan Trachtenberg qui avait revitalisé la franchise avec Prey. Pour la première fois, le Predator, un jeune Yodja, sera le protagoniste principal, ce qui pourrait enfin lui permettre de gagner dans un film. On note la présence d'une synthétique de Weyland-Yutani dans le film joué par Elle Fanning, ce qui place sans aucun doute possible Predator et Alien dans le même monde dans cette version mise à jour. Sur une planète hostile, le Predator se met en quête de l'adversaire le plus coriace possible, une véritable machine à tuer, pour prouver sa valeur et sans doute retrouver grâce aux yeux de son clan. Si le risque d'un ratage ne peut pas être exclu, je suppose, et espère qu'on aura un film très intense et énergique avec une action attendue au tournant pour iconiser à mort son anti-héros. Note de confiance de 16 sur 20 en espérant conjurer le mauvais sort. 2 jours plus tard, le 7 novembre sur Netflix, on aura Frankenstein de Guillermo del Toro, un projet qui tient à cœur à ce grand réalisateur, sur qui on peut compter à 100% au moins pour une esthétique poussée à fond sur cette adaptation apparemment fidèle, relativement, du classique de Mary Shelley. On aura Oscar Isaac, s'il vous plaît, dans le rôle du docteur, Jacob Elordi dans celui de la créature et Mia Goth dans celui d'Elizabeth. On sait que le film dure 2h30 et qu'il a déjà été montré en festival, avec une note de 3,7 sur Letterboxd. Comme je le disais, une adaptation qui prend quelques libertés apparemment, mais pas énormes. Quant à l'appréciation, elle varie entre ceux qui se sont ennuyés, qui ont trouvé que le film manquait de rythme, et ceux qui vantent les mérites d'une ambiance gothique des plus marquantes, avec un Jacob Elordi puissant dans le rôle de la créature. Ma note de confiance sera de 13 sur 20, craignant un peu un effet Crimson Peak, du même réalisateur qui m'avait laissé mitigé. C'est le 19 novembre que sortira le second volet de Wicked, la comédie musicale racontant les prémices du magicien d'Oz, en se concentrant sur Elphaba, la méchante sorcière de l'Ouest, pas si méchante que ça. Comme je l'expliquais dans ma critique du premier volet, disponible sur la chaîne, j'ai été étonné d'autant apprécier le film, sachant que de base, je ne peux pas blairer les comédies musicales. Pourtant, j'ai été ému, impressionné par les performances, aussi bien vocales que d'actrices, et charmé par une esthétique superbement poussée dans ses choix. J'espère que la suite et fin sera aussi réussie et je lui attribue en conséquence la note de confiance de 16 sur 20. Un film dur le 26 novembre avec la voix de In Rajab qui propose une approche de docu-fiction pour retracer ce que les secours ont tenté de mettre en place alors qu'une petite fille de 5 ans prise au piège d'une voiture les appelle au téléphone. La voiture est mitraillée par l'armée israélienne début 2024 durant l'attaque de Gaza et la fillette est coincée parmi les cadavres de sa famille. Difficile de faire plus dur comme sujet, mais aussi nécessaire du fait des atrocités et crimes de guerre qui se sont multipliés malheureusement jusqu'à aboutir au constat de génocide, qui reste débattu par certains, sachant qu'à mes yeux, comme à ceux de beaucoup d'observateurs indépendants, ce constat ne fait plus aucun doute. Le film reprend les enregistrements réels de la voix de la petite fille et retrace la tentative d'ambulancier du Croissant Rouge de venir à son secours, ceux qui ont fait un témoignage plus que nécessaire, tandis que beaucoup de pays restent dans l'inaction, le silence coupable, quand ce n'est pas la complicité pure et simple. Difficile d'enchaîner sur une note de confiance, bien dérisoire par rapport au sujet, mais on sait que le film a reçu le grand prix du jury à la Mostra de Venise et se situe à 4 sur 5 sur Letterboxd. Partons sur une note de confiance de 16 sur 20. C'est aussi le 26 novembre que sortira Bugonia de Yorgos Lanthimos qui retrouve Emma Stone, mais aussi Jesse Plemons. Un apiculteur et son pote décident d'enlever la richissime PDG d'un groupe pharmaceutique pour démontrer qu'elle est une extraterrestre. Aucun doute possible, ce film sera une étrangeté ambulante, un objet filmique non identifié entre tension, grotesque et même un peu de bagarre apparemment. On peut compter sur des interprètes super talentueux, un réalisateur qui n'a pas froid aux yeux, sachant qu'on est ici dans le remake d'un film coréen de 2003. Et d'après les premiers retours, l'expérience est réussie. Après le marquant Pauvre créature, je suis bien tenté d'aller voir ça, et la note de confiance est de 15 sur 20. Encore et toujours le 26 novembre, jour de sortie un peu disputé, mais pas du tout dans le même genre ni le même public avec Zootopie 2 de Disney qui retrouve le réalisateur et co-scénariste du premier, Jared Bush. Jodie et Nick sont en thérapie de duo policier tandis qu'un serpent s'introduit sans autorisation dans la ville des mammifères. Je pense qu'on peut miser là sur une valeur sûre de l'animation en famille et pas grand chose à dire de plus, sinon que c'est un bon 15 sur 20 de confiance. Un film Netflix pour une saga à succès, à couteau tiré, 3e volet, arrive le 12 décembre, le titre en VO c'est Wake Up Dead Man. On y retrouve bien évidemment le détective Benoît Blanc campé par Daniel Craig, toujours Ryan Johnson à la réalisation et cette fois la distribution compte notamment Glenn Close, Mila Kunis, Thomas Haden Church, Josh Brolin ou encore Kaylee Spaeny, et j'en passe bien sûr. 2h20 d'enquête et de réflexion philosophique sur la mort, apparemment, même si j'ai comme l'impression que l'enquête prendra le dessus. Que dire sinon que les deux premiers étaient divertissants et malins avec le plaisir de retrouver toute une ribambelle de stars jouées à Agatha Christie en résumé. Ryan Johnson, qui écrit aussi des films, a trouvé un beau filon avec ses deux suites achetées à 400 millions de dollars par Netflix,
mais on ne va pas lui en vouloir de se faire plaisir et de nous divertir au passage, note de confiance de 13/20. Et j'en termine avec Avatar 3 de Feu et de Cendre qui sortira sur grand voire très grand écran le 17 décembre. Alors oui, je sais, certains n'aiment pas Avatar, trouvent que c'est trop bateau et je respecte, mais pour ma part j'ai adoré La Voix de l'eau qui m'a littéralement emporté, transporté sur Pandora, corps et âme. Et j'adhère à fond au message simple mais essentiel du film quant à l'impossibilité pour une espèce, comme la nôtre par exemple, de survivre sans comprendre qu'elle fait partie intégrante d'un écosystème et que la nature c'est pas un gros truc vert et bleu existant à part et qu'on pourrait surexploiter à loisir et sans conséquence. Jusqu'à preuve du contraire, je suis à fond dans le train d'Avatar et ma note de confiance est de 18/20 pour le film que j'attends le plus cette année. Mais comment est-ce qu'on peut bien faire pour soutenir une chaîne ou une vidéo YouTube? Je pense qu'on vous a jamais expliqué ça. Un pouce, un commentaire, un abonnement, devenir membre de la chaîne. Et quoi qu'il en soit, si vous ne faites rien de tout ça, je serai obligé de vous envoyer en stage dans le monde de Bugonia et vous vous ferez enlever, on verra si vous êtes un extraterrestre ou pas. J'ai quelques doutes sur certains d'entre vous, vu les commentaires. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!